Euh, j'ai bien en tête celui de la fatigue neuromusculaire, Mhm. où on est passé d'un vieux modèle, ou en tout cas vieux modèle, les premiers instants d'étude de la fatigue neuromusculaire a essentiellement été porté sur les cellules musculaires de manière isolée. Ouais. Je pense notamment aux travaux d'une dame qui s'appelle Brenda Biglan-Ricci et qui a largement fait avancer les connaissances dans ce gros thème de la fatigue neuromusculaire et des causes de l'arrêt de l'effort. Vu que c'est un de tes sujets de prédilection, Mm. est-ce que tu pourrais tout d'abord définir fatigue neuromusculaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et ensuite, peut-être parler Ok. de cet ancien paradigme et de maintenant Mm. où on en est en termes de connaissances de par la Ok. recherche qui a pu être faite. Ouais, alors c'est un très vaste sujet, donc je vais essayer d'être rapide et concis, parce qu'effectivement j'en ai fait une formation assez longue, donc je pourrais pas la résumer en même pas une heure, mais l'idée c'est la taxonomie, je pense que la plus adaptée à l'heure actuelle, en tout cas dans le cadre de la musculation, c'est celle que proposaient Roger Enoka et Jacques Duchaton en 2016. Ces messieurs, ils partent du principe d'un grand mot qui veut dire fatigue. Mais fatigue, c'est polysémique, ça peut vouloir dire plein de choses. Genre, t'as pas dormi cette nuit ou t'as passé une journée assez dure, comme tu me le disais tout à l'heure, ou en tout cas assez longue. T'es fatigué. Est-ce que ça veut dire que je parle de la même fatigue que toi quand je suis dans le cadre sportif? Non, pas nécessairement. Donc, dans ce mot polysémique de fatigue, il y a, pour Roger Enoka et Jacques Duchâteau, deux choses à distinguer. La fatigabilité des performances, celle que je peux mesurer de manière généralement objective, Mhm. et la fatigabilité perçue par l'individu. Dans cette fatigabilité des performances, je peux à nouveau faire une sous-catégorie qui est soit l'activation musculaire, et là on parlera plutôt du système nerveux central, donc d'origine centrale en termes de fatigue. Mhm. Pour être un peu plus précis, ça veut dire en amont de la jonction neuromusculaire. Donc au niveau du nerf, j'ai mon axone qui débarque au niveau de mon muscle, ça fait une synapse neuromusculaire, donc entre le neurone et le muscle, et entre les deux, tout un tas de réactions, notamment avec le neurotransmetteur qu'on appellera acétylcholine. Et donc, avant cette jonction neuromusculaire, c'est plutôt d'origine centrale, et en aval de la jonction neuromusculaire, donc après, on considérera que ça sera périphérique. Et donc ça, c'est les deux sous-composants de la fatigabilité des performances. Mhm. En fatigue neuromusculaire, on étudie soit le central, soit le périphérique, soit les deux en même temps. Donc avec tout un tas de méthodes. Je sais pas si tu veux que je les décrive, mais Vas-y, ça vas-y. ferait un... Ouais, ok. Lorsque vous êtes devant une publication scientifique, vous pouvez regarder plusieurs choses, mais généralement, pour quantifier le central au sens général du terme, avec notamment une activation des unités motrices, vous pouvez soit regarder de l'électromyographie de préférence normalisée par une donnée. Généralement, on préfère normaliser par une caractéristique périphérique que l'on appelle l'onde musculaire, qui est censée euh, caractériser l'ensemble de la propagation du potentiel d'action le long de la membrane du muscle, donc le long du sarcolème. Mhm. Donc ça, généralement, c'est ça. Si l'EMG, donc l'électromyographie, est normalisée par l'onde M, vous avez à ce jour, et en tout cas selon les spécialistes, notamment je pense à Dario Farina, la meilleure manière d'estimer la part centrale dans la fatigue. Sinon, vous avez toujours le niveau d'activation volontaire. La plupart du temps, ce qu'on fait, donc c'est noter soit VAL pour Voluntary Activation Level ou CAR, Central Activation Ratio. Donc, c'est différentes méthodes de calcul. Ok. Tout le monde n'est pas d'accord, mais a priori, VAL, c'est mieux que CAR. Voilà, Ok. je fais simple. Donc ça, c'est pour le central, pour le périphérique. La plupart du temps, on prend le muscle, on lui balance une secousse électrique, donc une stimulation électrique, et en général, lorsqu'on cherche à faire ça, on recrute l'ensemble des unités motrices, ça produit une certaine quantité de force, et si cette quantité de force diminue, on suppose que les mécanismes sous-jacents, c'est plutôt lié à un phénomène calcique. Soit le calcium n'a pas été libéré correctement, soit au contraire, il n'a pas été recapturé correctement par le réticulum sarcoplasmique. Mhm. Donc c'est ça l'idée. Donc ça caractérise l'ensemble de la fatigabilité des performances. Et à côté, j'ai une autre grande famille qui est au moins aussi importante et je pense pour lesquelles les hommes de terrain comme toi seront tout à fait d'accord, c'est fatigabilité perçue, ça veut dire qu'est-ce que ressent mon athlète. Je ne peux pas juste l'évaluer de manière globale avec sa production de force, tu vois. Mhm.
je suis obligé de lui demander comment il s'est senti. Et donc, dans la fatigabilité des performances, il y a la part psychologique avec généralement une évaluation avec de la RPE, par exemple, ou du Acute Chronic Ratio que nous propose Timothy Gabbett, ou alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'autres questionnaires validés psychologiquement, comme le POMS, Profile of Mood State, ce genre de choses. Donc, globalement, c'est des choses qui marchent bien pour avoir la notion subjective de l'individu. Qu'est-ce qu'il ressent? Et à côté de ça, tu as tout l'environnement. Tu as tout ce que Enoka et Duchâteau appellent l'homéostasie, la température, son hydratation, ses réserves de glycogène, tu vois, ce genre de choses. Donc, tout ça, ça constitue la fatigue. C'est à la fois objectif et subjectif. Ça ne peut pas être qu'objectif. Ouais, Donc, c'est ça qu'on va pouvoir. J'aime bien ces sujets qui ont deux parties, si on veut, si on veut les scinder comme ça. Et comme tu as dit, qui a une partie qui est un petit peu plus mesurable et l'autre qui est beaucoup plus dure à. On peut, comme tu as dit, on peut la mesurer, mais après, c'est toujours subjectif. Ouais, c'est subjectif. Ça ne veut pas dire que l'individu ment, ça ne veut pas Bien dire qu'il s'est faussé, mais attention, il peut y avoir une certaine forme de variabilité, même jour par jour, tu vois. Donc le truc, c'est que pour peu que le mec ait mal dormi ou qu'il soit frustré parce que son quotidien est frustrant pour quelque raison que ce soit, sa RPE va exploser, alors que tu lui as promis le même effort, tu vois, tu lui as pas fait faire autre chose. Donc, à ne pas négliger, ça serait une erreur fondamentale, je pense, mais à ne pas surévaluer ou surestimer, je pense, comme je le vois de temps en temps. J'ai l'impression que les RPE fait partie des choses qui dit qu'il faut absolument quantifier en RPE. Oui, à condition de savoir l'interpréter et de prendre le reste du contexte. Parce que sinon, seul, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Si ce n'est que ton mec est fatigué ou qu'il perçoit l'effort assez fort, quoi. Ouais, c'est intéressant. Et comme tu as dit, je pense que c'est important de regarder les deux et de voir si, comme c'est quelque chose d'assez simple, même sans outil de mesure nécessairement en termes de fatigue de la performance. Si tu vois que série 1, ils arrivent à faire 10 répétitions, disons qu'ils gardent 2 répétitions en réserve parce qu'on va garder ça comme norme ou comme standard. Série numéro 2, ils arrivent à en faire que 8 avec toujours 2 en réserve. Et si ça descend comme ça, là, on voit la fatigue qui viendrait donc potentiellement soit au niveau central, soit au niveau périphérique. Et après, très probablement les deux. Les deux, voilà. C'est rarement que l'un ou l'autre, c'est même quasiment jamais que l'un ou l'autre. Donc que ça soit dans la muscu ou dans le sport d'endurance, il y a très certainement les deux implications, quoi. Comme tu l'as bien, je te remercie de l'avoir relevé parce que je pense qu'on scinde trop facilement ces choses-là alors qu'elles vont de pair et elles travaillent ensemble. C'est un système complexe certes. C'est ça. C'est ça. Voilà, un système de systèmes complexes, mais ça marche tout ensemble. Il y a tout qui se parle au niveau cellulaire, au niveau mécanique. Il y a énormément de choses qui se passent, donc on ne peut pas dissocier les deux. Et pour revenir au point initial, donc, mais on a quand même la partie humaine à gérer. On ne peut pas juste regarder les chiffres. Et donc, quand on travaille avec un client, avec un athlète, on se doit d'aussi savoir ce qui est ressenti au niveau de la personne. Et comme tu as dit, prendre les deux ensemble, ça nous permet d'avoir, on va dire, la vue d'ensemble la plus potentiellement la plus juste possible. Mais tu sais, j'ai l'habitude, là c'est une référence que je fais avec un livre de Michel Dufour qui a travaillé sur la planification, ou qui avait produit un livre sur la planification, et la couverture de son livre c'est un puzzle. Et j'ai tendance à voir la préparation physique comme un puzzle. Tu ne pourras, à mon avis, que ça soit scientifique, dans le sens de chercheur, laboratoire et études de labo, ou alors recherche de vérité à travers l'empirisme du terrain, tu ne pourras jamais compléter le tableau de l'individu ou ce puzzle de l'individu au complet. Ça me semble être une illusion auquel certains font référence, mais je pense que c'est complètement illusoire. Par contre, en te garantissant d'une part l'évaluation subjective et l'évaluation objective, tu fais en sorte d'avoir dans ton camp le maximum de pièces disponibles pour avoir le tableau le plus réaliste de l'individu. Je veux dire, tu vis pas avec lui, tu manges pas avec lui, tu couches pas avec lui, donc tu sauras jamais ce qu'il en est réellement. Par contre, tu peux faire en sorte que dans le cadre de la préparation physique et du sport, avoir le maximum de pièces pour
au mieux juger de son avancée, au mieux prévoir et anticiper quels seront ses futurs progrès, quel est son potentiel et ainsi de suite. J'adore le fait que tu apportes l'idée du puzzle. Ça fait, je pense, 2-3 semaines maintenant. Ça m'est venu en parlant avec, je ne me rappelle plus qui, mais en gros, on va dire en ordre de magnitude ou deux plus haut que l'individu et le puzzle au niveau de l'individu, mais le puzzle au niveau des connaissances qu'on peut acquérir au cours du temps et du modèle qu'on peut se former du monde et de ce qu'il en est vraiment. Comme tu as dit, on n'aura jamais le puzzle complet. Il y a trop de pièces, il n'y a pas assez de temps. Ouais. Et il y a encore trop de pièces qui n'existent même pas encore. Oui, par contre, on a notre partie du puzzle qu'on a pu construire jusque-là. Il y a toujours des pièces flottantes dans le sens où on voit des choses, on voit des concepts, des méthodes, des pratiques qu'on ne comprend pas encore. Et c'est peut-être simplement qu'on n'a pas les pièces qui nous permettent de joindre, pas encore les pièces qui nous permettent de joindre notre modèle à cette idée qui est un petit peu plus loin, qui est peut-être pas très loin de la nôtre, mais on n'a simplement pas le pont et les pièces entre deux qui nous permettent de la ramener et de la raccrocher à tout ça. Bon, si ça peut te rassurer ou rassurer d'autres, même la méthode scientifique qui est a priori la meilleure façon d'aborder le monde, en tout cas de la manière de l'approximer, il me semble la plus pertinente et la plus rigoureuse, même eux l'ont pas, quoi. Tu ne pourras jamais avoir, je veux dire, même questionner juste la notion de vérité et la notion de réalité, ça demande déjà de partir avec des pièces manquantes, tu vois. Donc, mais bon, c'est pas grave, c'est pour ça qu'on cherche et c'est pour ça qu'on aime ce qu'on fait. C'est aussi une manière de rendre un petit peu excitant notre quotidien de chercheur, que ça soit sur le terrain ou que ça soit de la performance, que ça soit d'un mécanisme physio, qu'importe, on est tous dans le même panier, quoi. Là-dessus, je pense. Ouais.